Bien, bonjour tout le monde. Tout le monde. Voilà. Donc d'abord, il faut que je vous fasse un aveu. Je suis un anti-vax. Je suis un anti-vax. J'ai appris ça il y a une semaine. Parce que, en fait, non seulement je suis à jour de tous mes vaccins, mais je suis vacciné 3 doses. C'est incroyable ça. Comment on fait pour être anti-vax? Alors qui m'a appris que j'étais un anti-vax? C'est un abruti de médecin généraliste dans Libération. Parce que j'avais fait une tribune qui relatait mes premières conclusions d'une recherche que je mène depuis 6 mois auprès des soignants suspendus. Et donc c'est Libération, ça a été le seul journal qui m'a donné la parole, parce que Le Monde a caviardé un entretien que je lui avais donné, et d'autres journaux, au moment où on a réintégré les soignants, d'autres journaux m'avaient demandé des interviews, et j'ai passé, je sais pas, peut-être 5 heures avec des journalistes pour un article qui est sorti, donc dans Libération, et les autres ont été annulés au dernier moment. Vous voyez, c'est étrange quand même comme façon de procéder, et il a fallu que Libération fasse contrepoint avec un portrait à charge de ma personne et de Barbara Stiegler, je ne sais pas si vous connaissez Barbara Stiegler, de Laurent Micheli aussi, donc un article calomnieux dont je cite son nom. Il s'appelle Christian Lehmann, médecin généraliste de son état, qui réclame le C à 50 €, c'est-à-dire une augmentation de 100 000 € net par médecin par an. Voilà. Mais il défend l'égalité d'accès aux soins. Attention. Bon. Donc 100 000 €, je suis chercheur au CNRS, je ne suis pas là d'avoir une augmentation de ce type. Voilà. Donc si je vous dis ça, c'est parce que dès que vous vous intéressez à ce sujet, c'est comme si vous étiez souillé. Voilà. Vous pouvez le faire de manière... Moi, je l'ai fait en sociologue du CNRS. Voilà, j'ai fait des dizaines d'entretiens, j'ai recueilli des centaines de témoignages écrits. Et donc, moi, c'est mon boulot, sociologue, d'investiguer ce qui se passe dans la société. Et comme je travaille sur les politiques de santé et l'hôpital depuis des années, et notamment sur la souffrance soignante dans les hôpitaux, eh bien, je me suis dit, il faut que j'analyse un peu cette question des soignants suspendus, étant entendu que j'y voyais effectivement déjà dès l'époque une forme d'aboutissement d'une violence institutionnelle qui n'a pas cessé de monter en puissance, je vais peut-être y revenir après, depuis 20 ans. Voilà. Donc, ça sera la deuxième partie de mon propos, c'est est-ce que la gestion du Covid est macronodépendante? C'est-à-dire, est-ce qu'un sociopathe comme lui peut tout expliquer dans le sort qui a été réservé aux soignants qui ont refusé les injections ou le vaccin, c'est comme vous voulez. Donc, c'est comme si, en fait, ces gens avaient la peste ou la lèpre. Et dès que vous commencez à parler d'elle, si vous voulez, vous êtes d'emblée un complotiste, un anti-vax, etc. Donc c'était assez comique à mon endroit, d'autant plus que j'avais fait un article dans Le Monde diplomatique appelant à la levée des brevets. Enfin, je passe, tout ça est de la pure calomnie, de la pure diffamation, classiquement. Alors, effectivement, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, j'avoue que j'ai été complètement sidéré. Donc j'y suis allé. Alors je me suis fait vacciner 3 doses, je tiens à le dire tout de suite, par pur conformisme social. J'ai même pas fait un bilan coût-avantage, aucune réflexivité, vous voyez, je suis chercheur, donc j'avais mis mon cerveau en mode pause. Voilà. Et donc je suis allé me faire vacciner parce que je suis entouré de médecins, je suis par ailleurs membre de la Haute Autorité de Santé, donc effectivement, ma meilleure amie était au collège de la Haute Autorité de Santé, donc comment dire, j'ai subi une forme de pression sociale, mais même pas subi, c'est-à-dire que je me suis conformé, banalement, je dirais, aux normes de mon milieu de vie. Voilà. Donc j'ai même pas eu la réflexivité élémentaire, et là, encore moins le courage, qu'ont eu les suspendus. Donc, soyons clairs, je tiens à le dire tout de suite.
Donc voilà, donc j'ai eu ce portrait à charge, et quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, j'ai regardé d'abord la loi du 5 août 2021. Alors il se trouve que je suis juriste de formation, j'ai une maîtrise de droit public, et j'ai découvert cette loi qu'on peut qualifier de loi scélérate. Une loi scélérate. Parce que quand vous connaissez un peu le droit, vous êtes médusé par, je dirais, son caractère. Enfin, elle contrevient à au moins trois blocs juridiques. D'abord, elle contrevient à la Constitution. Et je ne comprends même pas qu'un parti n'ait pas soulevé une question de constitutionnalité. Ce qui en dit long sur l'ambiance de l'époque, au moment où elle a été votée. Je rappelle qu'au moment où la loi du 5 août 2021 a été votée, il y avait déjà les premières études internationales qui concluaient à l'efficacité très très relative du vaccin. C'est-à-dire, dès juin-juillet 2021, vous aviez un ensemble d'études internationales, que ce soit en Israël, aux États-Unis, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Donc des études très sérieuses, qui montraient que le vaccin, non seulement ne protégeait pas des formes dites légères du Covid, mais en plus n'empêchait pas, étant donné qu'elle avait peu d'impact sur la charge virale, n'empêchait pas la contamination. Bon. Et pourtant, on a voté cette loi. Alors, vous voyez, ça, c'est un truc que se pose toujours le sociologue. Il se dit, comment on fait des gens qui se réclament de la science et de l'éthique, comment se fait-il qu'ils votent une loi alors même que cette loi contrevient aux premiers résultats scientifiques? Bon. Mais je vais y revenir. Donc, trois blocs de juridique, je vous disais. D'abord, elle est contraire à la Constitution. Ça, je l'ai dit. Parce qu'il se trouve que dans le préambule de la Constitution, et à mon avis, l'angle qui a été choisi par les suspendus n'est pas forcément le bon. Parce que dans le préambule de la Constitution de 46, qui est intégré au bloc de constitutionnalité, je ne vais pas faire sur le droit, il y a le droit au travail. Le droit au travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'exercer un travail pour gagner sa vie. Bon. Il y a aussi le droit à la santé et à la protection de sa santé. Donc déjà, c'est une loi qui me semble franchement contestable d'un point de vue constitutionnel. Je passe sur ce que les suspendus ont soulevé comme motif. Ensuite, c'est une loi qui est contraire au droit administratif. C'est-à-dire qu'elle contrevient et elle suspend toutes les règles qui régissent la suspension. Notamment qu'on ne peut être suspendu que pendant 4 mois. D'accord ? Pardon ? Si on a commis une faute, on ne peut être suspendu que 4 mois après un conseil de discipline. Bien. Donc elle suspend les règles du droit administratif. Je ne m'explique toujours pas pourquoi le législateur a suspendu les règles ordinaires qui encadrent les procédures dites disciplinaires avec la suspension. D'autant plus qu'avant la suspension, il y a toute une gradation des sanctions. On n'en vient pas tout de suite à la suspension. Là, ça a été la suspension sans phrase, comme on dit, on parle de mort sans phrase. C'est-à-dire la loi passe le 5 août 2021, en plein été, et le 15 septembre, c'est le 15 septembre, le 15 septembre 2021, elle passe, et les premières suspensions commencent à tomber très vite. Donc, loi dérogatoire au droit administratif et au statut de la fonction publique. Ça passe crème. Bon. Ensuite, troisième bloc juridique, cette loi contrevient à cette législation dont se gargarisent les décideurs depuis le début des années 2000, qui est la loi sur le droit des malades et des usagers de 2002. Et notamment dans tout ce qu'elle comporte de consentement libre et éclairé. D'accord ? Donc, donc c'est ce qu'on appelle la loi sur la démocratie sanitaire, dont Didier Tabuteau, qui est actuellement vice-président du Conseil d'État, alors ça aussi il faudra que je lui demande parce que c'est un ami, mais c'est assez étrange parce que je ne vois pas comment le Conseil d'État a fait pour valider ce projet de loi.
Parce qu'il contrevient, je dirais, aux bases juridiques de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, c'est-à-dire d'empêcher, enfin de faire en sorte de doter les gens, des individus, de droits face au système de santé, face aux décideurs, face aux médecins. Je passe, c'est des droits individuels et des droits collectifs. Donc je me suis dit, tiens, comment cette loi passe le 5 août 2021 et alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il n'arrête pas. Enfin, je veux dire, Braun, le ministre de la Santé, a récemment déclaré qu'il était opposé personnellement à la réintégration, malgré le fait, et il s'est lié les mains lui-même, qu'il a dit qu'il suivrait l'avis de la haute autorité de santé. En disant que finalement, les soignants ne sont pas réintégrables parce qu'ils sont anti-science et anti-éthique. Bon, alors, c'est quand même assez étrange comme propos, parce que la haute autorité de santé, son boulot, dans les avis, c'est de faire le bilan de la science. C'est-à-dire l'état des connaissances scientifiques sur un sujet donné. Donc la haute autorité de santé a dit, on lève l'obligation vaccinale, même si Elsa Rouillère le dit, la vaccination reste fortement recommandée, mais c'est à mon avis une précaution pour faire plaisir à Macron. D'accord? Mais elle lève l'obligation vaccinale. Bon, et donc je me dis, mais qui est anti-science dans cette affaire? Est-ce que c'est les soignants suspendus qui disent, ben regardez, il y a même la haute autorité de santé plaide pour notre réintégration, alors elle plaide pas pour la réintégration, mais pour la levée de l'obligation vaccinale, mais ce qui entraîne automatiquement, de facto, je dirais, la réintégration. Où est-ce que c'est le ministre qui, lui, a fait complètement fi de la science? Donc il y a quelque chose, quand vous êtes sociologue et politiste, parce que je suis plutôt politiste que sociologue, il y a quelque chose de délirant dans cette affaire. Alors je suis allé voir ensuite ce qui se passe. La France, non seulement c'est le seul pays qui réintègre aussi tardivement, mais surtout, c'est un truc assez fascinant, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France et aux États-Unis, je mets les États-Unis de côté, mais il n'y a qu'en France, en Europe, où le débat sur la vaccination des soignants a pris un tour aussi hystérique. C'est-à-dire avec des médecins, notamment les grands pontes de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, complètement déchaînés, c'est-à-dire complètement déchaînés, donc jusqu'à même proposer, il se trouve que j'ai écrit plusieurs ouvrages avec lui, mais un médecin qui s'appelle André Grimaldi, de dire que si les gens sont réanimés, sont en réanimation, alors c'est quoi, Jean-Louis, c'est il faut... Que les non-vaccinés signent un document, voilà, s'ils veulent être réanimés ou pas. Voilà, c'est ça. Bon, mais j'ai un autre ami qui était le président de la CME de la PHP, qui lui a dit que Pépé et Mémé devaient manger la bûche de Noël dans la cuisine tout seul. Donc, vous voyez le niveau de rationalité, voyez, hein. Donc un moment de convivialité. Hein. Avec Pépé et Mémé, moi je suis pour les mettre dehors, même en plein hiver. C'est pas mal. Donc on a entendu quand même tout et n'importe quoi de la part des pontes de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et je dis la PHP parce que c'est un petit milieu tout ça. C'est très parisien. C'est-à-dire le ministre, il consulte 4-5 médecins en vue, voilà. Hein, bon, derrière il a des avis, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, faut pas se leurrer. C'est très parisiano-parisien la façon dont se prend les décisions. Alors, il y a encore plein d'autres anomalies. Donc, en France, ça a pris un tour hystérique qu'il n'y a pas dans les autres pays. Mais alors, quand vous regardez, par exemple, les enquêtes sur le taux de vaccination de la population par âge dans les pays de l'OCDE, vous apercevez que, en fait, selon Braun, normalement, il devrait y avoir des bons soignants qui courent se faire vacciner. D'accord? Et puis, il y a les mauvais soignants, comme il y a les bons et mauvais chasseurs. Bon. Et alors, quand vous regardez ça, quand vous regardez le tableau, il est fascinant. D'abord, je rappelle quand même, âge médian de décès du Covid, 85 ans. Âge médian. Bon. C'est important pour le savoir, parce qu'en fait, aujourd'hui, plus personne n'est immunisé.
Plus personne. Les derniers chiffres, c'est les plus de 80 ans, ils ont reçu le deuxième booster, ce qu'ils appellent les boosters. Bon, il y a 4% de la population qui a reçu le deuxième booster. Et ça fait un moment pour les 4%. Vous voyez? Bon. Donc, 4%, et en fait, le reste de la population, c'est 1%. Donc, qu'on n'aille pas nous faire croire que le vaccin avait une légitimité le vaccin ou l'injection avait une légitimité très grande dans la population. C'est archi faux. Dès qu'on a cessé d'emmerder les vaccinés, en fait, ce qui s'est passé, c'est fondamentalement, le taux de vaccination s'est écroulé. Et il s'est écroulé dès le premier booster. Donc je rappelle, pour primo-vaccination 2 doses, moi je suis boosté une fois, j'ai pas été boosté 2 fois. Bon. Mais parce que je suis anti-vax, hein, je vous le rappelle. Bon. Et donc, le deuxième booster, ça s'effondre. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 13-14%. Donc, et quand vous êtes sociologue, vous regardez immédiatement, ça vous fait penser à une chose immédiate, c'est que, en fait, la vision manichéenne d'un François Braun, mais soyons clairs, François Braun, pour avoir fait une émission, c'est filmé, je ne devrais pas le dire, sur France 2 avec lui, je veux dire, il est sympa comme garçon, mais il est complètement transparent. Je veux dire, si vous voulez voir un homme pas charismatique, bah, il y a François Braun, quoi. Enfin, je veux dire, vous voyez, vous sentez bien que c'est pas lui qui dirige, quoi. C'est pas lui qui prend les décisions, vous voyez. Donc, comme j'avais envie de lui dire, Macron, je te vois. Hein, bon. Et d'ailleurs, il y a eu un article dans Le Monde. Qui signalait qu'en fait il y avait plein de ministres qui étaient comme ça sous les noirs, et on a bien compris qu'il a été recruté justement parce qu'il n'avait aucun poids politique et il ne pèse absolument rien politiquement, donc effectivement c'est l'Élysée qui décide. Voilà, via Matignon, soyons clairs. Hein. Il est clair que Macron veut avoir la haute main sur la politique de santé. Donc, c'est pas du tout ce qui se passe dans la vaccination, c'est-à-dire tous les travaux en sociologie de la vaccination montrent en fait, il n'y a pas d'un côté les vaccinés qui courent donc à la médecine du travail pour avoir leur piqûre, et puis de l'autre côté, les anti-vax. En fait, la réalité, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale, c'est-à-dire qu'en fait, la décision de vaccination, c'est un espèce de gradient. D'accord, avec 2 extrêmes, effectivement, l'ayatollah de la vaccination d'un côté, d'accord, donc lui il court, voilà, et surtout il veut piquer tout le monde, voilà. Bon, c'est son truc, hein. On a chacun ses hobbies, et puis de l'autre côté, l'anti-vax rabique, si j'ose dire, hein, enragé, vous voyez, le mec, dès qu'il entend parler vaccin, bon, voilà quoi, bon, voilà. Et entre les deux, vous avez effectivement la réalité de la population. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple des suspendus, il y a plein de gens qui se sont fait vacciner, des soignants qui se sont fait vacciner, mais tout simplement à contre-cœur. Donc, et c'est la raison pour laquelle vous observez un effondrement du taux de vaccination dès lors qu'il n'y a plus de contrôle, par exemple, des directions hospitalières ou qu'il n'y a plus de passe vaccinal. Ça s'effondre automatiquement. Donc, ça prouve bien que tous les soignants suspendus, parce qu'ils font partie de la population aussi, je le rappelle, des soignants vaccinés, en fait, pour la plupart, ils n'étaient pas plus enthousiastes que ça sur le vaccin. Bon. Vous voyez, je vous donne tous ces éléments-là, pourquoi ? Parce que, en fait, je trouve, quand je me suis intéressé à cette question, à ce débat, j'ai trouvé ce débat complètement irrationnel. Voilà, complètement irrationnel, et comme le disait très bien Jean-Louis, on a l'impression, quand on suit les débats au Parlement sur l'abrogation de la loi du 5 août, ou la suspension de la suspension, si vous voulez, vous avez l'impression, effectivement, que quand vous regardez les débats parlementaires, vous avez l'impression que les députés n'ont rien appris en 3 ans. Donc, j'ai envie de dire, ils sont animés, je ne sais pas si les anti-vax sont des religieux, mais il y a des ayatollahs de la vaccination qui sont animés d'une vision religieuse. Oui. D'une vision religieuse.
C'est-à-dire qu'ils en font une question de credo, de foi et d'excommunication après Inquisition. Et éventuellement brûler le bûcher. Et là, j'ai pensé immédiatement à un livre qui va faire le thème de la violence, à un livre de René Girard qui s'appelle Le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est simple, c'est dit finalement, alors je vous le résume, je vous la fais courte selon René Girard, c'est que les sociétés sont travaillées par ce qu'il appelle la rivalité mimétique. C'est-à-dire que la violence est au cœur de la société et des rapports sociaux. D'accord ? Elle arrive à être contenue en général, mais il se trouve que quand la société subit un choc, notamment un choc externe, comme une épidémie par exemple de peste, eh bien, la société est menacée de désintégration. C'est-à-dire avec une spirale de violence interne donc, à la société. Vous voyez, vous me suivez jusque-là pour l'instant ? Oui. Bon. Et donc, la seule sortie, et il le démontre parce que c'est un anthropologue, il montre qu'en fait, il y a un invariant humain, c'est-à-dire que dès lors que la société est travaillée par la peur et le risque de violence, et donc le risque d'effondrement, de guerre civile, eh bien, le meilleur moyen, c'est de désigner un bouc émissaire. C'est-à-dire on passe d'une logique de tous contre tous à tous contre un. Et se refait ainsi l'unité de la société contre un bouc émissaire. Et il est clair pour moi que les soignants suspendus sont des boucs émissaires. Et ce que nous dit aussi Girard, c'est que se trace à ce moment la frontière entre le sacré et le profane. Vous voyez ? Donc, et donc le profane est exclu. Et c'est là où on retrouve l'idée de religion, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire le soignant suspendu, il est la borne témoin du sacré, d'accord ? Et puis ce qu'il y a en deçà, donc eux, tous les soignants suspendus, eux, ont basculé du côté obscur de la force. Voilà. Et donc eux, ils vont payer pour tout le monde. D'accord ? Et le pouvoir politique va s'en servir comme ça. Et donc, c'est comme ça. Alors, je ne m'explique pas encore pourquoi en France, ce débat a pris une tournure aussi religieuse. C'est la route perverse. C'est là ? C'est la route des pervers. La route des pervers C'est la deuxième bouquin de René Girard. Voilà. La route antique des pervers, voilà. Mais j'allais parler de Macron. Ben moi aussi, j'en Non, non. Voilà. Donc j'arrive pas à m'expliquer pourquoi, par exemple, en Grande-Bretagne, ça s'est très bien passé, en Allemagne, ça s'est très bien passé, en Espagne, ça s'est très bien passé, en Italie, ça a été relativement pacifique. Il n'y a pas eu... Un Européen qui viendrait en France et qui observerait les débats actuels n'en reviendrait pas. Donc il y a quelque chose qui est spécifiquement français. Ce qui m'amène à ma deuxième question. Est-ce que c'est Macron dépendant ? C'est un malade. Oui, sûrement. Pardon ? Il est aussi dissocié. Il est dissocié ? Oh ben, il est pervers, dissocié. Oui, mais il y avait avant. D'accord. Ben, mais alors, justement, je voudrais apporter peut-être un bémol par rapport, alors ça c'est le truc du sociologue, par rapport aux lectures un peu psychologisantes des événements. Vous voyez ? C'est-à-dire l'idée que, en fait, c'est Macron, lui, tout seul, et sa dissociation, hein, et sa sociopathie et sa perversité, qui serait responsable, lui et uniquement, du sort des suspendus. Et moi, j'essaie de trouver, vous voyez, mon énigme, c'est celle-là. Pourquoi la France ? Et pas d'autres pays. Bon. Et, me semble-t-il, il faut quitter peut-être un peu la psychologie du personnage pour s'intéresser à des mouvements de long terme. Des mouvements de long terme. Donc, à ce que les sociologues appellent les structures. Bon. Et je vous ai dit donc que on peut faire remonter, à mon avis, les causes de cette hystérie du débat autour de la vaccination au début des années 2000,
Parce que, il me semble, et je ne parlerai que de l'hôpital parce que c'est ce que je connais le mieux, donc il y a une montée en violence qui a fait que l'hôpital est devenu une institution proprement infernale. Voilà. Et il y a, à mon avis, deux séquences à distinguer. Une première séquence qui va, disons, de 2003 ou des début des années 2000 jusqu'à 2017. Et après, il y a un moment Macron. Mais j'aime pas trop le qualifier comme ça, moment Macron, parce qu'en fait, Macron ne fait que radicaliser des évolutions qui étaient déjà là, qui étaient déjà présentes antérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Macron, en quelque sorte, il est la quintessence de ce qui était en train de se passer à l'état, je dirais, moins visible, mais qui était quand même visible. Alors, visible parce que dans des indicateurs comme le taux d'absentéisme, le turnover, le taux d'arrêt maladie. D'accord? Tous ces indicateurs étaient au rouge. Tous ces indicateurs, et notamment aussi la souffrance au travail des soignants, étaient au rouge. Alors j'explique ça dans le petit bouquin, c'est pas pour faire des pubs, de toute façon il y a plus que 2 bouquins. Dans la case du siècle, donc je ne vais pas évidemment revenir sur l'ensemble de l'analyse des politiques hospitalières depuis le début des années 2000, mais je vais plutôt tirer des grands traits. Bon, d'abord, me semble-t-il, quand vous regardez, moi ça fait 25 ans que je travaille sur ces sujets-là, donc vous voyez, j'ai un peu de recul historique, et surtout j'ai travaillé, moi, sur ceux qui font les politiques de santé. C'est-à-dire, je me suis intéressé au milieu décisionnel central. Alors, milieu décisionnel central, c'est quoi? C'est un grand nom pour désigner l'Élysée, Matignon, le ministère de la Santé, Bercy, les cabinets ministériels, les experts. Bon, et ça fait 25 ans, autant vous dire que je suis connu comme le loup blanc là-bas, ça fait 25 ans que je fais des entretiens avec des hauts fonctionnaires, avec des économistes, avec des membres de cabinets ministériels et tout ça. Donc mon boulot, en fait, c'était de reconstituer la façon dont se faisaient les politiques de santé. Qui les faisait? Qui les faisait en fonction de quel mobile? Et ce qui m'a frappé, vous voyez, je ne vais pas faire la litanie, 2003 la T2A, 2003-2008, 2009 HPST, bon, enfin, etc. Mais première tendance, c'est la sécession des élites, par le haut. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé, c'est que, en quelque sorte, les acteurs de terrain, les professionnels de terrain, via notamment leurs syndicats, avaient de moins en moins prise sur les politiques publiques. Les politiques publiques ont été de plus en plus élaborées en chambre, c'est-à-dire en cercle restreint, avec des très hauts fonctionnaires, et notamment ceux de Bercy, je vais y revenir, donc notamment les budgétaires et les financiers, le ministre, son entourage, et les cabinets de conseil, notamment McKinsey, etc. Donc, on est passé d'une politique publique où les acteurs de terrain arrivaient à se faire entendre, si vous voulez, des décideurs, à des politiques publiques. Alors, vraiment le moment idéal typique de ça, ça a été la révision générale des politiques publiques en 2008, qui a donné lieu à Hôpital, Patients, Santé, Territoire en 2009, avec la création des agences régionales de santé, d'un côté, et la nomination et la consécration du directeur d'hôpital comme patron d'un hôpital calé sur la gouvernance d'entreprise. Bon, c'est l'exemple typique, mais ça c'est le premier point. Donc, en quelque sorte, les décideurs se sont vaccinés. Ils se sont vaccinés contre le réel. Donc, ils ont donc élaboré des réformes de l'hôpital qui n'avaient plus aucun rapport avec le concret du travail des soignants. Voire pire, c'était, et ça c'est venu dans plusieurs entretiens, c'était même honteux de faire référence, je dirais, à l'expérience quotidienne du travail des soignants. Vous voyez, il fallait, en gros, leur bouger le cul à tous ces feignants. Il fallait du chiffre. Fallait du chiffre. Et on met sous tension budgétaire. Parce que la deuxième tendance qui fait que l'hôpital a été une institution de plus en plus maltraitante,
c'est le fait que la politique de santé, c'est de moins en moins faite à Bercy, à Ségur, au ministère de la Santé, et de plus en plus à Bercy. Autrement dit, la politique de santé a été soumise aux impératifs de rigueur budgétaire, et particulièrement à compter de 2012. Pourquoi 2012 ? Parce qu'en 2008, il y a la crise financière, 2008. 2008-2010, comme on va le voir aujourd'hui, bientôt, parenthèse keynésienne, on laisse, quoi qu'il en coûte, on essaie d'éponger le bordel des banques. Et puis après, on a créé de la dette, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on serre les boulons partout. Et il faut le dire, le quinquennat de Hollande, avec Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée, fut la décennie terrible de l'hôpital. Enfin, 2012-2019, jusqu'au Covid, c'est l'horreur. C'est-à-dire, vous avez un taux d'évolution des dépenses hospitalières qui n'évolue même pas pour couvrir les charges des hôpitaux. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les directions ? Ben, vous avez une verticalité, une verticale du pouvoir, comme dirait Poutine, Bercy, Élysée, Bercy. Retenez bien Bercy, hein. Je vais venir parce que Macron est inspecteur général des finances. Donc Bercy, ministère des Affaires de la Santé, ARS, directeur. Et la seule de cette ligne hiérarchique, la seule injonction, c'est vous me réduisez les coûts à tout prix. D'où l'entrée, la pénétration massive des cabinets de conseil dans le milieu hospitalier. J'ai été auditionné par le Sénat sur le... Je ne sais pas si vous avez entendu parler du rapport du Sénat sur les cabinets de conseil. Bon, lisez-le, hein, c'est catastrophique. Hein. Et donc, c'est pas seulement Macron, ça avait commencé bien avant, les cabinets de conseil. Ça a commencé dès 2005, en fait. Et surtout avec la révision générale des politiques publiques en 2007, mais je ne rentre pas dans le détail. Ce qui fait que les directions hospitalières avaient un rapport au réel. C'est pour ça que je cherche toujours à démontrer pourquoi l'hôpital a été une institution maltraitante. Vous voyez ? Bon. Eh bien, c'est parce que de plus en plus, les directeurs ne voulaient plus connaître, je dirais, la réalité du travail des soignants, des conditions de travail des soignants. En fait, ils se satisfaisaient de tableaux de bord, d'indicateurs uniquement financiers. Donc les décisions se prenaient uniquement en fonction de considérations financières.